Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps de m'asseoir et de préparer du contenu littéraire pour YouTube. C'est tout simplement dû au fait que j'ai eu beaucoup de choses à faire en cette fin d'année et que j'ai pas eu le temps de lire énormément pour le plaisir non plus. J'ai beaucoup lu pour mes études. Cependant, je suis ravie de revenir vers vous et de revenir vers YouTube et j'espère avoir un petit peu plus de temps dans les semaines à venir, notamment pour consacrer une vidéo à une lecture assez spéciale et de tout simplement faire un top de mes lectures 2021 puisque à la fin de l'année c'est quand même une vidéo assez classique. J'ai eu d'assez bonnes lectures. J'ai notamment lu un livre assez spécial que je voulais lire depuis longtemps. Donc je suis ravie de pouvoir vous faire ce petit résumé de mes lectures d'automne 2021. Pour une fois, j'ai inclus 2 lectures qui ont été faites pour des cours universitaires. Pour ceux et celles qui ne savent pas, au fait, je continue de prendre des modules à l'université. C'est un petit peu compliqué. Mais normalement, je ne les inclus pas parce que je trouve... J'aime bien différencier les lectures faites pour le plaisir et les lectures faites dans un cadre de travail entre guillemets, mais disons plutôt dans un cadre d'études. Et là pour le coup c'est 2 lectures qui m'ont beaucoup plu et c'est 2 lectures sur lesquelles j'ai envie de revenir et de travailler. Donc je me suis dit pourquoi pas les inclure, ça reste de la littérature, ça reste purement littéraire. Donc je vais tout de suite passer à mes lectures de l'automne 2021 et je vais commencer par Le bateau usine de Kobayashi Takiji. C'est un roman d'un auteur japonais, qui est un roman plutôt court comme vous pouvez le voir, qui était déjà passé sur la chaîne d'Antastasia et de Napolita. D'ailleurs je l'avais vu également plusieurs fois sur le Bookstagram pris en photo et je peux comprendre pourquoi il plaît beaucoup. Donc c'est un livre qui a été publié dans les années 20 par Kobayashi Takiji. Et c'est assez important pour la lecture de ce livre, qui était un militant communiste qui a été tué par ses idées à une époque où la répression se mettait petit à petit en place au Japon. Le bateau usine, ça va être justement un énorme bateau qui va partir au nord du Japon pour aller chercher des crabes, pour pêcher des crabes et décortiquer la chair afin de les mettre en boîte. Les conditions dans lesquelles les travailleurs saisonniers doivent survivre littéralement sur son bateau sont assez épouvantables. Ils sont soumis à toute une série de mauvais traitements, surtout de la part du contremaître, donc de la violence, d'un travail effréné, du manque de sommeil, des maladies. Donc ils sont dans des conditions absolument atroces et c'est vraiment un livre qui va chercher justement à décrier ces conditions de travail dans le cadre de la littérature prolétaire et dans le cadre justement d'une idéologie marxiste à cette époque au Japon. J'ai trouvé que c'était une lecture très marquante avec des personnages qui sont rarement marqués au niveau individuel, sauf le contremaître, mais pour des raisons négatives, tout simplement parce que j'avais vraiment cette sensation que Kobayashi Takiji voulait mettre en avant l'aspect collectif de ce bateau. Alors même s'il y a des conflits par exemple entre pêcheurs et ouvriers qui s'occupent de décortiquer les crabes à l'intérieur du bateau, on sent qu'il y a vraiment cette envie de mettre en avant l'esprit collectif qui va se développer et qui va mener à un espoir d'amélioration des conditions de travail, à un espoir d'action collective, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais de création de syndicats, et j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai trouvé que certains passages étaient quand même un tout petit peu exagérés, ou peut-être que Takiji allait trop loin dans les détails, mais je pense que cela peut tout simplement faire partie de l'idée de cette œuvre littéraire, donc plutôt une bonne surprise. Et c'est également intéressant de découvrir un petit peu la littérature prolétaire du Japon en particulier. Ensuite, dans le cadre de Lisons les RM, j'ai ici La conquête de Plassans d'Émile Zola qui s'inscrit donc dans la série des Rougon-Macquart. J'ai vraiment aimé ce livre. Ce n'est pas une surprise parce que littéralement je n'ai jamais lu un roman d'Émile Zola qui ne m'a pas plu, tout particulièrement lorsqu'il s'inscrivent dans le cadre des Rougon-Macquart. Ici, comme le titre le sous-entend, hein, nous nous trouvons à Plassans et non pas à Paris, et nous allons suivre le personnage de l'abbé Faujas qui vient de la capitale. On l'apprend assez rapidement avec des motifs un petit peu politiques et qui va rejoindre la ville de Plassans tout en séjournant chez le couple, la famille Mouret, qui a plusieurs enfants également. Il va louer une chambre au premier étage de leur maison
Et cet abbé Faujas qui au début semble être un personnage assez pauvre, assez renfermé, assez solitaire, va se révéler avoir un côté beaucoup plus sinistre qui va ressortir au fil des pages et venir littéralement vampiriser la ville de Plassans, comme le titre le sous-entend par ailleurs. Ça a vraiment été une bonne lecture, encore une fois, j'adore Zola, c'est une lecture également terrible puisque comme dans beaucoup de ses œuvres, Émile Zola vient vraiment chercher le pire de l'humanité, la méchanceté, la cruauté. Il y a vraiment des passages qui sont terribles à lire dans cette œuvre tant qu'il touche à la déchéance et aux côtés les plus sombres de l'espèce humaine, mais j'ai trouvé ça superbement écrit. J'ai juste trouvé qu'au début il y avait quelques longueurs, notamment dans l'introduction de tous les personnages, puisque cela va vraiment parler de la vie sociale et politique de la ville de Plassans, donc on retrouve certains personnages, on a certains nouveaux personnages et je n'ai pas forcément eu un très grand coup de cœur pour cet univers-là particulièrement. Disons que j'avais vraiment envie de me recentrer sur les Mouret et sur l'abbé Faujas. Par la suite, je n'ai pas été déçue et même l'univers de la petite ville m'a quand même plu dans la seconde partie du livre. J'ai trouvé le traitement du personnage de Maud très intéressant, de Marthe pardon, pas de Maud, très intéressant, qui est un personnage qui tombe dans une espèce de piété religieuse. On ne sait pas si elle est amoureuse du Christ, on ne sait pas si elle est amoureuse du prêtre, donc toute la dimension sociale, religieuse, amoureuse qui est très présente dans cette œuvre, j'ai trouvé ça magnifiquement mis en place, donc une autre très bonne lecture d'Émile Zola et j'ai hâte de continuer avec le tome suivant. Alors je saute Le Ventre de Paris que j'ai déjà lu et j'irai directement, sauf erreur de ma part, à La Faute de l'abbé Mouret. Ensuite j'ai lu un autre livre de Joan Didion. Alors ça aurait été ma troisième lecture de cette autrice en cette année 2021. Ça a vraiment été une lecture, ça a vraiment été une découverte très positive. Ça faisait longtemps que j'entendais parler d'Didion et plus je découvre ses œuvres, plus je suis convaincue, à vrai dire. Et ici j'ai L'année de la pensée magique, ou en anglais The Year of Magical Thinking, qui est à nouveau dans le style de l'écriture de soi. Si vous vous souvenez, j'ai parlé de Blue Nights. Et l'année de la pensée magique, cela va vraiment parler de l'année où elle a perdu son mari. Joan Didion était mariée, il y a un autre écrivain, John Donne, qui est mort subitement pendant un repas, juste un soir pendant qu'ils mangeaient ensemble dans leur appartement à New York, qui a fait un AVC et qui s'est écroulé sur la table. Et forcément, Didion reste profondément choquée par cet événement, par la perte de cette personne avec qui elle a partagé plus d'une vingtaine d'années de vie. Et elle va rentrer dans une année de deuil, mais également dans une année de pensée magique, où elle va constamment avoir des idées assez étranges liées à la mort de son mari, en se disant si j'avais fait ça à la place de ça à tel moment, est-ce qu'il serait toujours vivant, en ayant des pensées qu'elle sait qui sont incohérentes mais qu'elle trouve rassurantes en même temps. Donc vraiment tout un aspect psychologique intéressant, avec à côté des descriptions cliniques beaucoup plus froides et qui vont beaucoup plus dans le travail journalistique finalement de Didion. Donc on a ce mélange qui est assez prenant, qui est assez bouleversant. On ressent toute la douleur d'une femme qu'elle réussit à mettre dans ses pages, avec cette écriture qui est encore une fois assez volontairement dépouillée. Donc vraiment une bonne découverte. Je trouve sa plume très marquante. Il y a des passages que j'ai soulignés parce qu'il y avait réellement des réflexions derrière qui m'intéressaient. Donc satisfaite par ce roman de Didion et j'ai hâte d'en découvrir encore plus. Ensuite j'ai The Captive Mind de Czesław Milosz qui est un auteur polonais. Je l'ai ici en anglais. Je ne suis pas sûre de l'état de son publication, de l'état de sa publication en français pour être honnête, même si j'ai essayé de regarder brièvement. En tout cas il est facilement en tout cas on arrive facilement à le trouver en anglais et c'est pour ça que je l'ai lu dans cette version. Milosz a gagné le prix Nobel de la littérature et il s'agit ici d'une œuvre de non-fiction où il va parler de son expérience en tant qu'intellectuel dans la Pologne des années 50, c'est-à-dire dans une Pologne qui tombe sous l'emprise de la pensée staliniste et donc avec énormément de restrictions de liberté d'expression. Et Milosz va, sans se concentrer tellement finalement sur son expérience personnelle, va parler du rôle plus large des intellectuels dans un régime autoritaire, c'est-à-dire de comment
il y a finalement une forme d'impossibilité pour les intellectuels de retenir leur intégrité alors qu'ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Il va parler de différents cas de figure et de comment ils réagissent lorsqu'ils se retrouvent sous un régime à parti unique justement qui ne veut pas qu'on parle de certains problèmes de société. Très bonne lecture, peut-être une de mes meilleures lectures de cette année. D'ailleurs j'y réfléchirai encore lorsque je ferai ma liste du top de l'année 2021, mais intelligent, prenant, surprenant, vraiment des réflexions auxquelles je pense on n'arrive tout simplement pas lorsqu'on n'a pas vécu le type de situation dans lequel Milosz était. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a fini par quitter la Pologne lorsqu'il a compris que c'était impossible pour lui de continuer son métier d'écrivain dans de bonnes conditions, et il est parti vivre aux États-Unis. Il a toujours eu une relation conflictuelle avec ce départ qu'il a amèrement regretté, et on sent vraiment ici en quelque sorte un regard avant-gardiste sur toutes les thématiques de la liberté d'expression, du communisme, et pour un livre publié justement en 1953, c'est quand même impressionnant à une époque où on parlait assez peu de ce genre de choses et on avait très peu de recul. Donc je vous le recommande. Malheureusement il est visiblement plus facile à trouver en anglais qu'en français, mais cela reste une excellente lecture. Ensuite, autre livre de non-fiction, j'ai Thursday Took Rome, How the Populist Right Conquered Italy de David Broder, publié ici aux éditions Verso, qui sont des éditions anglaises qui publient des textes à caractère politique, généralement classés à gauche ou à l'extrême gauche. Il n'existe qu'en anglais, donc je suis désolée, je vais essayer d'être brève. C'est un livre sur toute l'histoire du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, donc de la seconde partie du XXe siècle en Italie, et tout particulièrement de la montée du populisme. Donc comment un mélange très particulier de corruption, de chute du système politique traditionnel a finalement amené l'Italie à être le premier populiste, selon Broder, à être le premier pays, pardon, selon Broder, à élire un politicien populiste. Il parle ici de Berlusconi au début des années 2000. C'est intéressant pour moi parce que, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis à moitié italienne et je suis un petit peu encore la politique de ce pays. Donc c'était bien, c'était pas des choses que je ne connaissais pas déjà, surtout que je connais quand même assez bien la politique italienne, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que c'était un bon livre d'introduction, et j'ai trouvé que Broder finalement montrait assez bien comment les politiciens populistes prennent le pouvoir et comment ils profitent généralement des failles du système libéral pour s'imposer à l'extrême droite. Donc une réflexion tout à fait dans l'air du temps, j'ai envie de dire, et assez sinistre. Ensuite, je vais parler de ma grosse lecture de l'automne 2021 qui s'est faite dans un cadre universitaire. J'ai lu Ulysse de James Joyce. Je pense que cette lecture mérite une vidéo à part entière, tellement elle est... Au fait, pour moi, avant cette lecture, Ulysse avait déjà un peu une place légendaire dans la littérature, non seulement anglo-saxonne, mais la littérature globale. J'en avais énormément entendu parler. J'avais entendu parler de personnes qui avaient abandonné cette lecture. J'avais entendu tellement de choses sur cette œuvre que finalement c'est quand même avec une certaine émotion que j'ai entamé ma lecture d'Ulysse, et je ne saurais pas par où commencer, tout simplement pour vous dire que je l'ai lu jusqu'au bout. J'avais pas le choix en même temps, mais je l'ai lu jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé. Après, je suis une amatrice de littérature moderniste, donc je me dis logiquement, lorsque l'on aime T.S. Eliot et lorsqu'on aime Virginia Woolf, on va également aimer Joyce, puisqu'il s'inscrit dans la même logique littéraire. Mais c'est assez fou comme œuvre littéraire. Il faut vraiment le prendre comme un livre, déjà je ne sais pas si on peut le qualifier de roman, hein, mais vraiment un livre avec différents épisodes qui ont tous un lien avec justement l'Odyssée, donc le voyage d'Ulysse et son retour très lent à Ithaque. Chaque passage va vraiment correspondre à un moment de la vie d'Ulysse, que ce soit sa rencontre avec Circé, que ce soit le passage avec le Cyclope. Et d'ailleurs, en regardant les notes à la fin, c'est assez clairement marqué à quoi tel élément correspond. Mais hors du côté des références, je veux dire, à l'œuvre d'Ulysse, on a une œuvre qui va suivre surtout le personnage de Leopold Bloom et un peu moins un personnage qui s'appelle Stephen Dedalus sur le cours d'une journée. Donc il commence à 8 h du matin et il se termine, alors techniquement c'est le jour suivant, mais il se termine à 2 h du matin.
On va suivre le personnage de Bloom et l'affaire que sa femme va avoir dans cette journée, c'est-à-dire que Molly, la femme de Bloom, va le tromper. On le sait dès le départ, on sait que cela va se produire et on a cette chronologie qui est extrêmement lente, on a ce mélange de styles, on a un chapitre entier qui est écrit comme une pièce de théâtre, qui pourrait être une pièce de théâtre entièrement à part au fait, qui fait 100 pages. On a autant de références gréco-latines, autant énormément de références au nationalisme irlandais. On a une psychologie très fine de beaucoup de personnages, on a beaucoup de personnages de façon générale, on a une représentation de la mort, de la naissance, du sexe, on a des scènes quasi pornographiques, on a des scènes extrêmement romantiques, alors c'est les montagnes russes ce livre, on va passer par toutes sortes d'émotions, toutes sortes de ressentis, à des moments on va être frustré par cette lecture, à d'autres moments on va adorer, mais c'est vraiment une expérience littéraire intense et j'ai l'impression de ressortir un peu plus mûr de cette lecture, si cela a du sens, en tout cas que c'est une étape importante de ma vie de lectrice. Donc vraiment une lecture qui, je pense, j'ai l'impression que je saisirais beaucoup plus de choses à travers une deuxième lecture, tellement la première fois on est un petit peu perdu et on cherche juste à essayer de comprendre, à essayer de retrouver les différents éléments importants. Lancez-vous si vous avez envie de découvrir Ulysse de Joyce. Je sais qu'il a été retraduit récemment en français. Pour ceux qui veulent une édition en anglais commentée, celle de Oxford World's Classic a d'excellentes notes à la fin qui vont beaucoup vous aider dans votre lecture. Donc voilà, je referai une vidéo à ce sujet avec des conseils un petit peu plus concrets de lecture. Mais j'ai lu Ulysse de James Joyce, j'attends ma médaille, je ne sais pas, dans la poste, mais vraiment très très contente d'avoir passé cette étape dans l'année 2021. L'année dernière c'était La Recherche de Proust, cette année ça aura été Ulysse de James Joyce, donc je suis ravie. Ensuite, petit livre de littérature américaine qui a également été traduit en français, c'est A Visit from the Good Squad de Jennifer Egan. Je l'ai acheté parce que l'autrice a elle-même dit avoir été inspirée par Proust dans l'écriture de ce roman. Donc autant dire que c'est une technique marketing qui marche, enfin je suis un mouton lorsque j'entends cet argument qui peut en même temps vouloir rien dire du tout. Mais je n'ai pas été déçue par cette lecture. C'est un roman qui est écrit dans un ordre non chronologique et qui va suivre différents personnages autant à San Francisco dans les années 1980, autant à New York au début des années 2000, à différentes étapes de leur vie. Ce sont des amis qui créent un groupe de rock alternatif dans les années 80 et qui vont par la suite se séparer, s'éparpiller un petit peu à travers les États-Unis et à travers le monde également, avoir des enfants, divorcer, réussir, échouer, et qui continuent d'être liés d'une certaine façon par leur mémoire commune. Et c'est là où le côté proustien joue très bien dans cette œuvre, c'est que ce sont des personnages qui n'ont rien en commun mais qui sont quand même bouleversés par certaines expériences particulières qu'ils ont vécues. On voit vraiment différentes facettes de la société américaine dans ce livre. On parle de personnages très riches, de personnages très pauvres, on parle des aspects moins religieux, toujours avec énormément d'humour, des chapitres écrits vraiment dans des styles très différents. Il y a un chapitre, j'ai trouvé ça assez audacieux, qui est écrit sous forme de présentation PowerPoint. Donc juste avec les actions résumées et on avance comme si on regardait une présentation PowerPoint qui défile. J'ai trouvé ça hyper audacieux pour le coup, et c'est des techniques littéraires que je peux apprécier. Il y a juste un passage qui nous faisait quitter un petit peu ce monde, ces amis tous liés par l'expérience de la musique, et qui nous amenait un peu ailleurs, que j'ai trouvé moins agréable. En tout cas j'ai senti que je perdais un petit peu plus d'intérêt à ce moment là, mais après vers la fin on a aussi eu des passages très forts, donc une bonne lecture équilibrée dans l'ensemble, une belle plume pour la littérature contemporaine si c'est ce que vous cherchez, et vraiment un roman dont on ne parle pas assez tout simplement. Jennifer Egan est connue dans certains cercles, elle a quand même gagné un prix Pulitzer en 2011, mais je trouvais dommage de ne pas en avoir entendu parler auparavant. Donc une jolie lecture et une belle découverte pour le coup. Ensuite je dois quand même parler de mes lectures un petit peu plus négatives. Je sais pas si vous connaissez Infinite Jest de David Foster Wallace. Je pense que pas mal de personnes doivent quand même connaître Foster Wallace.
Mais Infinite Jest, comparé aux États-Unis, est relativement peu connu dans le monde francophone, alors qu'aux États-Unis, il a vraiment ce titre de livre culte. David Foster Wallace a des fans inconditionnels qui adorent cette œuvre, et j'ai une amie qui m'a proposé de faire une lecture commune ensemble de ce livre, donc je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas si vous voyez, mais on est sur du costaud, on est sur du 1000 pages et on est sur une typographie dictionnaire. Donc c'est long, c'est petit, et lorsque vous n'aimez pas une lecture qui est longue et qui est tellement intense, vous ne passerez pas un bon moment, et c'est ce qui s'est produit avec moi, tout simplement parce que je n'aime pas la façon dont Foster Wallace écrit. Je trouve son style très clinique, je trouve son style froid, très masculin, si vous voyez ce que je veux dire, très prétentieux, et rien du tout. Donc c'est une lecture qui m'a accompagnée sur des mois. Je déteste abandonner les livres, c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement, et surtout comme c'était avec une bonne amie, j'ai persévéré. Pour aller au centre des enjeux d'Infinite Jest, c'est un roman, je sais pas, encyclopédique, on peut dire, qui développe son propre monde, qui se passe dans un futur proche où les États-Unis sont devenus encore plus capitalistes que maintenant et ont changé les noms des années par des noms de différentes corporations qui sponsorisent les années, où il y a une alliance qui s'est formée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, et cela va se passer entre une académie de tennis à Boston avec des élèves qui viennent de familles plutôt fortunées et un centre pour toxicomanes toujours à Boston près de cette académie, et chaque chapitre va suivre différents personnages. Les critiques principales de ce roman, bien évidemment, c'est que ça n'a pas un fil conducteur, ça part dans tous les sens. On ne sait jamais vraiment où on est placé, on est toujours placé en tout cas à une certaine distance des personnages, et ça m'a déplu parce que je n'avais absolument aucune empathie pour aucun personnage durant cette lecture, alors que c'est quelque chose que j'aime bien en littérature. La fin, j'ai trouvé ça nul. Je veux pas spoiler, mais je me suis dit bon bah quoi bon, en fait j'ai l'impression qu'on se moquait un petit peu de moi. Donc pas une très bonne expérience de lecture. Encore une fois, je suppose que c'est comme Ulysse, je pourrais recevoir un petit pins qui dira que j'ai lu Infinite Jest, tout particulièrement apporté aux États-Unis, puisque c'est tellement un livre qui s'est bien vendu là-bas, etc. Mais rien du tout. Je trouve que si vous voulez lire quelque chose d'audacieux, un petit peu dans le même style, vous avez bien meilleur temps de lire Pynchon par exemple, ou de lire d'autres auteurs américains contemporains, mais que non, perte de temps, et finalement c'est un peu triste de repartir avec ce ressenti après une lecture, et surtout l'impression que je vais assez rapidement oublier ce qui s'est passé dans ce livre. Donc voilà. Désolée, pas pour moi. Petite lecture contemporaine cette fois, j'ai ici article 353 du code pénal de Tanguy-Viel. Désolée si je prononce mal, j'ai pas eu le temps de vérifier comment cela se prononce, Viel peut-être. Que l'on m'avait recommandé dans une librairie à Bordeaux, donc j'avais hâte de le commencer. Je l'ai lu en une journée, ça se lit très bien, et ça a été une jolie découverte pour le coup. On suit le personnage de Martial Kermer qui au début du roman va assassiner le personnage d'Antoine Lasnek, qui est un investisseur véreux qui a un petit peu gâché, sans trop vous dire, mais la vie de plein de personnes dans une petite ville dans le Finistère. Il y a un côté roman policier quand même dans cette œuvre, puisque c'est pratiquement un monologue écrit à la première personne de la part de Martial, qui parle avec le juge et qui explique comment lui, qui est un homme a priori ordinaire, bien inséré, qui a jamais causé de problème, en est venu à tuer un autre homme en le noyant. Il le jette par-dessus son bateau. Cela se passe littéralement à la page 3, donc c'est pas un spoiler. Avec un côté clairement socialement engagé, hein. C'est un petit peu c'est ce qu'on peut appeler la France oubliée des fois dans les médias. Enfin, c'est vraiment une petite ville qui est désindustrialisée, qui n'a pas beaucoup de perspectives d'avenir et qui se fait rouler dans la farine par un personnage absolument odieux et véreux qui prétend investir dans le futur de la région. Donc assez
dur quand même comme lecture. Enfin, il y a un côté quand même très réalité sociale hein, qu'on pourrait tout à fait mettre en parallèle avec Zola sur comment la misère humaine, la misère sociale se développe. Un côté clairement engagé qui cherche à dénoncer certaines pratiques. Donc si vous avez certaines inclinations politiques, je suis sûre que cette œuvre va vous plaire. Et de ce que j'ai lu, Tanguy Ville écrit généralement dans ce style, donc ça me plairait bien de lire d'autres choses de sa part, bien écrit, en style pas non plus, enfin j'ai pas non plus beaucoup de choses à dire dessus, mais assez prenant. J'ai été prise dans cette lecture et donc je suis assez satisfaite de l'article 353. Ensuite, je veux passer sur deux œuvres de Shakespeare, une lue dans un contexte universitaire, mais je vais revenir dessus. J'avais envie de parler d'Henri V de William Shakespeare. Henri V qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'Henriade, qui est une série de livres, de pièces de théâtre, historiques écrites par Shakespeare qui suivent différents rois d'Angleterre à l'époque au Moyen-Âge, à l'époque de la guerre de 100 ans, donc plutôt dans le Moyen-Âge tardif pour le coup. Et on va parler ici d'Henri V, que vous connaissez peut-être à travers la bataille d'Azincourt, qui a été une bataille décisive pour les Anglais contre la France. J'ai été très agréablement surprise par cette pièce de théâtre. J'aime bien Shakespeare normalement, mais j'ai particulièrement aimé Henri V pour tout ce côté historiographique qu'on retrouve, historiographie forcément qui date du début du XVIIe siècle, puisque c'était Shakespeare écrivait dans le contexte d'Élisabeth II et ensuite de James Stuart, mais un côté très critique qui m'a beaucoup surprise, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à voir peut-être une œuvre de propagande écrite contre la France par les Anglais, mais pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça et on comprend dès le départ que Henri V se fait manipuler, qu'Henri V il fait plein de choses pas sympathiques du tout, qu'Henri V au fait en termes modernes il pourrait être décrit comme un prisonnier de guerre. Si vous avez vu The King avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson qui est sorti sur Netflix il y a quelques années, c'est inspiré très librement de cette pièce. C'est exactement les mêmes enjeux. Après The King, il montre des choses qu'on ne montre pas au théâtre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des scènes de bataille absolument splendides dans l'œuvre de Shakespeare parce qu'il ne pouvait pas faire ça dans le théâtre élisabétain tout simplement. Mais il y a un côté hyper ambigu que j'ai trouvé très intéressant par rapport à ces questions de pouvoir et par rapport à ces questions de guerre. Donc vraiment bien surprise, vraiment surprise en bien plutôt, et si j'ai l'occasion j'aimerais vraiment voir une représentation de cette pièce. Et dans la foulée j'ai lu le premier volume de l'Henriade, donc j'ai ici King Richard II, encore une fois de William Shakespeare, donc c'est deux rois avant Henri V, il y a Henri V, avant il y avait Henri IV, avant il y avait Richard II. Richard II qui au début de la pièce bannit son cousin des terres d'Angleterre, et qui va être bien embêté 10 ans plus tard lorsque pendant une période de faiblesse politique, ce même cousin va revenir et va monter une armée contre lui. Donc c'est vraiment du théâtre shakespearien avec de la trahison, du désespoir, de la mort, de la folie, un profil psychologique très raffiné des différents personnages. Et je l'ai lu tout en regardant la pièce qui a été... tout en fait regardant une adaptation en série de la pièce, mais avec un côté théâtral très bien mis en avant, puisqu'ils reprennent mot pour mot pratiquement l'œuvre de Shakespeare, de The Hollow Crown, qui a été faite par la BBC il y a quelques années. Excellente adaptation pour le coup, si vous voulez voir des œuvres de Shakespeare qu'on lit peut-être un peu moins ici, et qui sont jouées avec des acteurs, je crois qu'il y a Tom Hiddleston par exemple qui joue le roi Henri IV ou Henri V, je ne suis plus sûre, mais vraiment bien faite. Et au fait j'ai lu la pièce alors que je regardais en même temps la série. J'ai jamais fait ça, j'étais pas convaincue, mais finalement ça a très bien passé, ça m'a vraiment permis de voir les vers dans leur contexte. C'est une pièce assez longue qui fait pratiquement 2h30, donc une jolie découverte et une autre façon pour moi de lire le théâtre finalement. Je voulais terminer avec un livre des légendaires PUF, donc des presses universitaires de France, de cette fameuse collection des Que sais-je qui, j'ai l'impression, date maintenant de... ça fait des décennies et des décennies qu'ils font ces petits bouquins. J'ai lu pour me mettre un petit peu à jour sur ce sujet que je connais mal, la littérature française du Moyen-Âge.
Je dois dire que même si parfois ce sont des lectures un petit peu stériles parce que c'est des lectures très factuelles, c'est pas de la littérature, c'est pas du tout le but. Je dois quand même rendre hommage à ces petits livres qui réussissent à être hyper synthétiques. Ça m'a permis vraiment d'avoir une excellente vue d'ensemble sur la période du Moyen-Âge, sur les différents auteurs de Chrétien de Troyes à Christine de Pisan, en découvrant d'autres noms et à les apprécier d'une autre matière, que ce soit en latin, en langue d'oeil, en langue d'oc. Donc si vous voulez découvrir la littérature du Moyen-Âge, autant j'ai pas grand chose à dire puisque c'est un document assez scolaire qui nous livre littéralement des informations. Ça peut être très intéressant, surtout si vous commencez des études littéraires et que vous avez envie d'avoir vraiment une idée générale des sujets que vous allez étudier. Finalement, dernière lecture, j'arrive au bout de cette vidéo qui est déjà pas mal longue. L'écriture comme un couteau, d'Annie Ernaux, c'est de la non-fiction, ce sont des entretiens avec Frédéric Yves Janet. Ils se sont échangés des emails pendant plusieurs années et au fait c'est tout simplement le résultat de ce travail fait à deux. La seule condition pour lire cette œuvre, c'est que vous devez aimer Annie Ernaux, parce que c'est logique, c'est du Ernaux à fond. Elle explique le but de son œuvre, elle explique pourquoi elle écrit de cette manière tellement épurée qui plaît ou déplaît selon vos préférences littéraires. Pourquoi elle choisit certaines thématiques, quel est son rapport à l'autofiction, est-ce qu'elle écrit pour parler d'elle, est-ce qu'elle écrit pour parler de la société. Plein de thèmes super intéressants et une très bonne lecture. En tout cas, j'en ressors avec l'impression d'en connaître plus sur Annie Ernaux. J'ai l'impression que c'est finalement le but de cette œuvre. Donc voilà, une jolie petite lecture pour pratiquement clore mon année 2021. Avant de terminer, j'aimerais quand même réussir à lire Mrs. Dalloway de Virginia Woolf ainsi que justement La faute de l'abbé Mouret de Zola. Et j'ai très hâte de faire un peu plus de vidéos, je l'espère, de façon un peu plus régulière et de revenir vers vous avec du contenu littéraire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos lectures ces derniers temps, quelles ont été les meilleures lectures pour vous de l'année 2021, est-ce qu'il y a des lectures que vous aimeriez lire en 2022, des objectifs que vous êtes fixés, je serais très curieuse de connaître tout ça. D'ici là, je vous dis à une prochaine fois, mon Instagram est dans la barre d'infos si ça vous intéresse, je vous souhaite de très belles fêtes si vous fêtez et je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2022. Bye bye.